Alors, bonjour à tous. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'aménagement du territoire ouverte. La Commission est réunie aujourd'hui afin de procéder à l'étude du volet habitation des crédits budgétaires du portefeuille Affaires municipales et habitation pour l'exercice financier 26-27. Une enveloppe de 3 heures a été allouée pour l'étude des crédits. Monsieur le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Asselin Vanelli-Rivière remplace Monsieur Caron-Portneuf. Madame Dufour-Milline remplace Monsieur Kelly-Jacques-Cartier. Et Monsieur Fontessi-Laurier-Dorion remplace Madame Labrie-Sherbrooke. Merci. Nous allons maintenant procéder à une discussion d'ordre général par bloc, incluant les questions et les réponses. La mise aux voix de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui leur est alloué, soit vers 12h33. Est-ce qu'il y a consentement là, pour rajouter 3 minutes là, à notre séance? Consentement. Consentement. Je vous remercie. Alors, nous allons débuter les échanges avec la députée de l'opposition officielle, Madame la députée de Mille-Îles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, d'emblée, j'aimerais souhaiter la bienvenue à la nouvelle ministre de l'Habitation. C'est la première fois que nous aurons l'occasion d'échanger. 4e ministre en 1 an. J'espère sincèrement qu'on va se rendre jusqu'à l'élection, cette fois-ci sans changement. Mais c'est un salut sincère. Je suis contente que ce soit quelqu'un qui connaît l'habitation qui prenne le poste. Je voudrais aussi prendre cette occasion, puis on le fait trop rarement, pour remercier et saluer tous les groupes qui travaillent dans le domaine de l'habitation. Il y a des groupes communautaires, il y a l'industrie de la construction, évidemment les travailleurs. Ce sont eux qui ont construit notre Québec, puis ce sont eux qui vont assurer notre avenir à ce chapitre-là. Alors, ma première question, Madame la ministre, vous m'avez entendu parler, j'en suis convaincue, le projet de loi 20 sur en fait, c'est le projet en fait qui visait à créer un guichet unique pour les logements abordables, mais vous le savez qu'il y a eu énormément de craintes de la part exprimées de la part des, et avec raison, là, de la part des coopératives d'habitation. Donc, moi, j'aimerais savoir, Madame la ministre, où on en est rendu avec le projet de loi 20. Il ne reste que 2 semaines d'études détaillées. On n'a pas encore fait d'adoption de principe. On a passé, par contre, à travers les consultations particulières. J'ai lu à différents endroits que vous comptiez aller de l'avant quand même avec l'étude. Donc, j'aimerais savoir si c'est bel et bien le cas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, à mon tour, de vous offrir des chaleureuses salutations ce matin, alors à nos collègues des oppositions. Ça va être un plaisir d'échanger avec vous ce matin. Évidemment, vous me permettrez aussi de saluer les gens qui m'accompagnent, donc mon équipe du cabinet qui m'entoure, également Monsieur Jean Martel, le PDG de la SHQ avec son équipe, également M. Patrick Simard au tribunal administratif du logement et son équipe, et bien sûr d'autres fonctionnaires qui ont œuvré intensément pour pouvoir arriver à aujourd'hui. Alors, merci à tous de leur contribution. Et comme vous l'avez fait aussi, chers collègues, on va aussi remercier les gens de l'industrie à tout niveau, donc les gens des GRT, les organismes communautaires, les gens qui travaillent dans la construction. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on est en train de se dire depuis plusieurs mois, c'est que c'est une affaire qui est collective. Chacun, on tente de contribuer pour pouvoir arriver à offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens et citoyennes, que tout le monde puisse avoir un toit qui lui est convenable et à la hauteur de ses moyens. Maintenant, ceci dit, vous m'amenez sur le projet de loi 20. Alors, commençons avec celui-là. Pour le bénéfice de tout le monde, je vais simplement rappeler très, très rapidement. Vous ne voulez pas, vous n'avez pas besoin de rappeler? Le temps étant compté, Okay, parfait. Je veux juste connaître les intentions là, parfait, pour tout à fait. la suite du projet de loi. Tout à fait. Alors, comme vous le savez, lorsqu'on est arrivé en poste, les consultations particulières avaient déjà eu lieu. Consultation du 26 et du 31 mars dernier. Il y avait 13 groupes qui avaient été entendus, plusieurs mémoires qui avaient été déposées. Alors, ça a été une des premières choses qu'on a faites en arrivant, de commencer à étudier le projet de loi 20 dans ses tenants et ses aboutissants. Également, de consulter les gens, donc d'aller consulter sur le terrain. C'était bien important de pouvoir parler aux gens. Les différents acteurs du milieu, on comprend que c'est surtout les coopératives qui avaient l'enjeu avec des dispositions qui les concernaient. Alors, je vous dirais qu'à ce stade-ci, on est toujours en train de discuter avec les organismes. Les coopératives d'habitation, on le reconnaît, c'est un milieu de vie qui est privilégié, c'est un milieu de vie qui est intégré, où est-ce qu'on retrouve la mixité sociale, la stabilité aussi pour les gens qui sont là depuis longtemps,
On encourage la participation citoyenne. Alors, c'est un modèle qui a démontré sa fiabilité depuis presque 60 ans maintenant. Donc ça, on le reconnaît. Et c'est ce qui fait justement que, présentement, on est toujours en échange avec eux. On est toujours en train de dialoguer pour tenter de trouver des solutions. Alors, au moment où on se parle, je vous dirais que c'est là où on en est rendu, alors qu'il reste encore 2 semaines. Donc, on ne sait pas encore si la semaine prochaine, le projet de loi sera appelé, parce que, je le rappelle, on n'a même pas adopté le principe. Tout à fait, effectivement. Ce qu'on souhaite faire, c'est de bien faire les choses. Et au moment où on se parle, on continue de discuter avec les organismes. Évidemment, vous comprenez qu'au départ, le projet de loi 20 répondait à certaines préoccupations du vérificateur général. On parlait de 2722 logements dans lesquels il y avait une problématique. Alors, on essaie de faire les deux en même temps. On écoute les groupes, on veut essayer de respecter leur autonomie et en même temps, on veut aussi répondre aux préoccupations du vérificateur général. On est à l'œuvre là-dessus. Je comprends. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous amener ailleurs. Parfait. Le budget, dernier budget, vous n'étiez pas encore ministre lorsqu'il a été annoncé, mais c'était 1000 unités de logement qui a été annoncé, de nouvelles unités de logement abordables qui ont été annoncées pour les 3 prochaines années. Donc, 333 unités par année. Là, pour pas que les gens qui nous écoutent pensent que c'était 1000 unités par année. Là, c'est 1000 pour 3 ans. Est-ce que ça vous apparaît suffisant? Bien, écoutez, je pense qu'il faut voir ça d'une manière cumulative. C'est pas sur les chiffres qu'il faut s'arrêter, c'est surtout les actions qui sont posées par le gouvernement. Parce que si vous regardez au niveau, premièrement, on commence avec Accès Logis, là, lorsqu'on est arrivé en 2018, il y avait plus de 15 000 logements qui étaient en attente. C'est pas une critique, c'est simplement un fait. Et on s'est affairé à pouvoir travailler là-dessus. Au 31 mars 2026, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a 10 000... Est-ce que c'est suffisant? Je ne veux pas vous couper, mais il y a une règle de proportionnalité. Là. Est-ce que c'est suffisant? Bien, comme je vous dis, on peut toujours améliorer les choses, mais présentement, c'est le chiffre avec lequel on fonctionne. Et ce que je vous dis, c'est que c'est les actions cumulatives du gouvernement qu'il faut regarder. Ce qu'on a fait pour Accès Logis, ce qu'on a fait pour le FAC, les fonds fiscalisés, les développeurs qualifiés. Et évidemment, là, j'aurai pas assez le temps pour tout vous énumérer, tout ce qu'on a fait depuis le début du mandat. Mais je vais vous poser une autre question. De combien de familles, depuis toutes ces unités-là qui ont été lancées, de combien la liste d'attente pour des logements sociaux a baissé? Bien, vous savez que pour les logements sociaux, en fait, les HLM, vous savez qu'il y a une liste de 30 224 personnes présentement. Mais vous savez qu'il y a 7-8 ans, cette liste-là était aux alentours de 37 000, 38 000, donc 2 années de suite. Donc, ça fait déjà, avec tous les efforts du gouvernement, on commence à voir des résultats, justement. Ça fait 8 000 personnes de moins sur la liste d'attente. Bon. Et la même chose à Montréal, parce que puisque vous êtes de Montréal comme moi, vous savez que la liste d'attente était aux alentours de 25 000 il y a quelques années. Elle est maintenant aux alentours de 16 000. Ouais. Alors, je pense que les actions du gouvernement portent leurs fruits. Il y a eu surtout du nettoyage dans les listes. C'est ça qui s'est passé justement à Montréal. C'est là qu'il y a eu la plus grande réduction du nombre, mais ils l'ont dit, c'était vraiment qu'il y avait des doublons. Donc, c'est pas majoritairement des gens qui ont joint là, des logements sociaux, parce que la réalité, c'est qu'il ne s'en est pas construit de logements sociaux dans les dernières années. Il s'est construit beaucoup de logements abordables, mais des logements sociaux, il ne s'en est pas construit. Il y a eu du travail qui a été fait, mais effectivement, comme vous dites, il y a aussi eu du nettoyage. Mais je pense que c'est important qu'on ait les listes à jour. Il y a des gens qui pouvaient s'être inscrits deux fois. Alors, le fait on peut maintenant avoir une liste qui est très claire, je pense que c'est le meilleur document avec lequel tout le monde peut travailler. Oui, mais donc, vous concédez que la liste n'a pas baissé de l'équivalent du nombre d'unités qui est sorti de terre? Non, c'est pas ce que je concède. Bien, il y a quand même, si vous me dites que ça a baissé de 8 000, qu'on concède là-dedans qu'il y a eu du ménage de liste, des doublons, mais qui s'est construit plus de 15 000 unités, selon le chiffre que vous avez dit, bien, la liste d'attente n'a pas diminué du nombre qu'elle aurait dû, là. Mais je vous rappelle que quand on est arrivé, il y avait 15 000 unités qui étaient en attente dans l'Accès Logis. Vous savez pourquoi? Vous savez que c'était parce que les projets étaient bloqués à différents endroits au niveau du budget. Alors, c'est la première chose sur laquelle on s'est attaqué, ce qui fait qu'il y a 10 506 logements qui ont été construits. Il y en a 2010 qui sont en réalisation présentement. Et il y en a 3 195 qui ont été distribués vers d'autres programmes à l'habitation. Donc, on est tout en train de réaliser, finalement, ces différents accès logis-là. Et ensuite, on est passé avec le FAC, comme vous le savez, en 2022. On est arrivé avec ce programme-là plus fluide pour répondre aux besoins sur la réalité du terrain.
On reviendra sur le fact, sur la fluidité, Avec parce que plaisir. le nombre d'unités ne démontre pas du tout cette affirmation. Mais parlons de ce qui s'est construit dans les dernières années. On parle de logements abordables et là, plus récemment, des logements abordables intermédiaires. Moi, l'an dernier, au Crédit, j'avais dénoncé cette nouvelle catégorie. Depuis, il y a un premier projet qui a été annoncé, puis il y en a peut-être eu d'autres là, depuis, mais moi, je me réfère à celui qui a été annoncé à Laval de la société Angus, avec les loyers qui sont prévus à plus de 1 600 $ par mois. Est-ce que vous considérez qu'on est vraiment dans du abordable? Je vous laisse aller depuis le début. Les échanges se passent bien, mais je vous rappelle de vous adresser à la présidence lors de la discussion. Merci. On saute. Oui. Donc, je répète, un loyer de 1 875 $. Non, ça, c'est un autre. Ça, c'est, excusez-moi, ça, c'est dans un OMH, mais le projet que je vous parlais, là, c'était plutôt 1 648 $ par mois. Est-ce que vous considérez que c'est abordable? Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le logement abordable intermédiaire, dans le fond, c'est un des outils qu'on s'est donné pour être en mesure de faire face à la crise de l'abordabilité. À certains moments donnés, ce genre de logement-là vient permettre de compléter les logements financiers et les projets financiers. Au niveau des 182 projets du FAC qui ont été sélectionnés, il y en a seulement 11 qui incluent des logements abordables intermédiaires. Donc ça, c'est 6 % des projets et c'est 2 % des logements. Alors, l'exemple que vous me donnez, c'est pas un exemple qui est commun là, dans la plupart Mais des non, projets. c'est sûr que la catégorie est nouvelle, donc elle va devenir pas mal plus utilisée. Elle n'existait pas avant, donc c'est normal que ce soit une infime partie. Bien, ça fait partie du bouquet de mesures. C'est une des solutions qu'on peut utiliser. Quand ça va être nécessaire, quand ça va être pertinent, ça pourrait être utilisé. C'est pas un automatisme non plus, là. Mais philosophiquement, est-ce que c'est un logement abordable quand on est rendu à 1 648 $ par mois? À qui on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse encore aux plus démunis avec un tel montant? Vous savez qu'on peut combler aussi avec le programme de supplément au loyer. Donc, il y a ça aussi qui peut aider à ce moment-là. Là. J'en conviens comme vous qu'il y a du travail à faire. Donc, vous convenez que ce n'est pas un loyer abordable. Et là, je ne sais pas si vous avez pris connaissance, dans le cadre du projet de loi 20, il y a eu une lettre qui a été déposée par la santé publique. En fait, c'est par, c'est tous les directeurs de santé publique des différentes régions. D'ailleurs, il y a M. Arruda qui a signé cette lettre, Horacio Arruda, et qui mentionne que le logement social, c'est une des clés pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et il mentionne qu'il y a un flou important sur la définition de l'abordabilité du logement au Québec. Et la première recommandation, c'est de s'assurer qu'un logement considéré abordable tienne compte de la capacité de payer des ménages plutôt qu'en fonction des prix du marché locatif privé. Est-ce que vous avez pris connaissance de cette recommandation? Puis est-ce que vous êtes d'accord que ça devrait être basé sur la capacité de payer? On est en train d'étudier ça présentement. C'est un des documents, effectivement, qu'on a dans notre étude du projet de loi 20 et sur lequel on regarde les tenants et aboutissants présentement. Mais ce document-là ne sert pas qu'au projet de loi 20. Là. Je pense qu'il devrait sortir du lot et être utilisé comme stratégie pour le logement. Parce qu'à 1 648 $ par mois, on n'est plus du tout dans du abordable. Là. Soyons honnêtes. Là. Ce n'est plus les gens qui peuvent se payer 1 648 $ par mois. D'ailleurs, je l'avais publié sur ma page, puis j'avais dit maintenant on fait du logement abordable pour la classe moyenne. Et le nombre de commentaires, des milliers de commentaires de gens qui m'ont dit je fais partie de la classe moyenne et je n'ai pas les moyens de payer 1 648 $ par mois. Alors, on ne fait même plus du logement pour la classe moyenne. Et c'est quand même des deniers publics là, qui servent à construire ces logements. Bien, écoutez, je suis obligée de vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. On fait beaucoup de choses pour les locataires. En fait, on agit sur 3 fronts en même temps. Là. On agit sur l'offre,
On rénove aussi le parc immobilier. On aide aussi les ménages les plus vulnérables. Donc, on est sur les 3 fronts en même temps. On a modernisé aussi les règles. On tente d'innover avec différents projets, comme vous l'avez vu. Les développeurs qualifiés, entre autres, Mission Unité Née. C'en est un exemple où les personnes âgées ne payent pas plus que 25 de leurs revenus. On cherche l'équilibre, on cherche la prévisibilité, on cherche de trouver l'équilibre justement entre les propriétaires et les locataires. Oui, mais là, on n'est pas dans l'équilibre entre les propriétaires et les locataires. Là, on parle du logement abordable, financé par l'État, les deniers publics qui servent à construire des logements que les gens ne peuvent pas se payer. Est-ce que c'est philosophiquement, est-ce que c'est normal qu'on aille là? On subventionne des logements que la classe moyenne ne peut pas se payer. Alors, on construit ces logements-là pour qui? Comme je vous disais tout à l'heure, les logements intermédiaires, c'est une des mesures qu'on a dans le bouquet de mesures disponibles pour les gens. Donc, on parlait tout à l'heure d'Accès Logis, le fait qu'il y a au 31 mars 2026 10 506 unités qui ont été construites. Il y en a encore 2010 qui sont en réalisation. Également, dans le FAC, depuis l'automne 2018, il y a plus de 16 900 logements abordables qui ont été réalisés. Il y en a plus de 10 200 unités qui le seront prochainement. Donc, on a, entre autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mission Unité Née. Il y a aussi les fonds fiscalisés. Il y a les développeurs qualifiés. Je pourrais vous donner plusieurs exemples également. Oui, non, mais je vous parle spécifiquement des logements abordables intermédiaires qui sont, dans le fond, à 150 du loyer maximal admissible, qui est déjà quand même élevé. Donc, à 150 du loyer maximal, on atteint des sommets que la classe moyenne ne peut plus se payer. Alors, est-ce que c'est normal que l'État mette des sous dans des logements que finalement, c'est les plus riches qui vont pouvoir se payer? Il y a quand même un enjeu, là. On fait croire que ça va être des logements abordables, mais ce n'est plus abordable. Je vous dirais de faire attention au vocabulaire. Il n'y a pas de mauvaise prétention ici, là. Ce qu'on essaie de faire, c'est de construire le plus possible. C'est ça qu'on essaie de faire. Et les loyers abordables intermédiaires, ça permet d'optimiser, comme je vous disais tout à l'heure, le montage financier. Ça nous permet aussi de contribuer à moyen et à long terme à l'offre qui va être disponible sur le terrain pour les citoyens. Donc, ça nous permet aussi d'accélérer des projets. Il y a des projets qui, sans une petite partie de logements abordables intermédiaires, ne pourraient pas lever de terre. Donc, c'est ce qui fait qu'on a des chiffres aussi intéressants qu'on peut vous partager aujourd'hui. Donc, dans l'article du 14 mai du Devoir, où vous mentionniez effectivement, ne pas être indifférente au fait que les logements abordables intermédiaires étaient très critiqués. Vous étiez en train de regarder ça. Je comprends qu'aujourd'hui, vous considérez que c'est une bonne idée, les logements abordables intermédiaires? Bien, vous savez, on est toujours en amélioration continue, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, que ce soit collectivement. Alors, les critiques, on est là pour les recevoir, on est là pour les entendre, on est là pour les analyser. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, les deux peuvent vivre en même temps, dans le sens qu'on peut considérer que ça nous permet de faire une partie de la construction, mais en même temps, il faut aussi être disponible pour pouvoir entendre les critiques et essayer d'optimiser les choses. Un prêt aurait pu permettre la construction. Là, on parle de subventions directes. Je pense que mon temps achève, Monsieur le Président. Il vous reste 53 secondes. Ah oui, c'est ça. Bien, donc, un prêt aurait pu suffire, mais là, on est allé subventionner une subvention directe. Et c'est pas rien, là, dans ce projet-là. Je pense qu'on est au-dessus de 200 millions de dollars, là, 283 millions, je crois, de mémoire. Là, j'y vais vraiment de mémoire. Ça se peut que je me trompe. Mais vous savez qu'on en fait aussi des prêts avec le programme de financement d'habitation. Mais les logements abordables intermédiaires devraient-ils être subventionnés par l'État au prix qui sortent de terre, au prix qui sont loués? Si vous voulez, je peux passer la parole au PDG de la SHQ. Je voulais vraiment votre opinion. Je pense que... Quelques secondes. C'est votre opinion, j'aurais aimé entendre. Bien, je vous l'ai déjà donné, mon opinion, à savoir qu'entre autres par rapport au projet de loi 20, à l'article du devoir auquel vous faites référence, on est toujours en train d'analyser ça. J'aimerais juste vous rappeler que ça fait à peine 3 semaines qu'on est arrivé. Là-dessus, on a passé une semaine à récupérer nos ordinateurs, avoir des adresses courriels et former une équipe. Merci.
Alors maintenant, nous allons passer la parole à la deuxième opposition, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. Je profite de l'occasion pour saluer le président de la SHQ, vous, Monsieur Maître Simard Dutal, ainsi que vos collègues du ministère et tous les personnels qui vous accompagnent. Et cela me fait plaisir d'être ici avec vous. On va commencer par les sujets de l'heure, si vous me le permettez, Madame la Ministre, les PL20. Et donc, c'est un projet de loi qui, on va se rappeler d'emblée, et qui ne vient pas ajouter une seule porte au parc du logement social, communautaire, abordable ou locatif tout court. Donc, ça vise à toute une série d'actions qui risquent de déstructurer profondément les milieux autant des OSBL d'habitation et surtout celui des coopératives. Donc, vous avez témoigné, Madame la Ministre, de votre écoute en particulier envers les milieux coopératifs. Est-ce que vous pourriez vous avez manifesté de l'ouverture concernant les guichets d'accès, mais la préoccupation principale, Madame la Ministre, si on peut, synthétiser la chose, c'est les PL20 constituent une attaque à l'autonomie des coopératives d'habitation. Est-ce que vous pourriez les rassurer sur ce sujet? Est-ce que vous allez diminuer l'autonomie des coopératives d'habitation si jamais le PL20 est adopté dans sa forme actuelle? Si vous me permettez, présentement, on est en travail sur le PL20. Alors, je ne peux pas vous donner cette réponse-là aujourd'hui, mais effectivement, on entend les préoccupations, on entend les inquiétudes des coopératives d'habitation sur la question de l'autonomie. En fait, le processus de sélection des locataires, c'est une des choses qui les préoccupe, aussi leur capacité à gérer de manière générale. Il y a aussi la question du guichet centralisé, effectivement, parce que ça vient... je dirais, si vous me permettez l'anglicisme merger, là, ça vient fusionner ensemble les listes des HLM, mais également les listes des coopératives. Puis on sait que les gens n'ont pas nécessairement au départ les mêmes revenus. Alors ça aussi, c'est une autre des préoccupations. Puis évidemment, de manière générale, je pense que ce que les coopératives sont en train de nous dire, c'est que ça vient fragiliser le milieu de vie. Donc, c'est des gros changements. Le projet de loi 20 propose des gros changements. Moi, ce que j'avais dit au devoir et ce que je maintiens aujourd'hui comme opinion, c'est qu'effectivement, je comprends les préoccupations. Elles sont légitimes parce que c'est des changements qui sont majeurs. Des changements qui sont majeurs pour un modèle de vie qui est dans une cohésion sociale qui est stable depuis bientôt 60 ans. Et évidemment, les gens, le profil socio-économique des membres qui sont des coops, vous le savez comme moi, là, il y a 66 % des gens dans les coops qui sont des femmes, il y a 36 % qui sont des aînés retraités, 19 % qui sont des familles monoparentales, 52 % de gens qui vivent seuls et puis aussi des travailleurs essentiels. Alors, évidemment, c'est la composition socio-économique. Les gens font en moyenne 42 000 aux alentours de par année. Alors, c'est sûr qu'on comprend l'importance des coopératives, le milieu, si vous voulez, là, le milieu d'entraide, le fait que la participation citoyenne est encouragée. Donc, c'est des petites communautés qui se créent. Alors, évidemment, on comprend très bien là, les préoccupations présentement et c'est pourquoi je rencontre les coopératives, je rencontre la Fédération, entre autres. On va rencontrer la Confédération également. Donc, on veut bien faire les choses. Très concrètement, Madame la Ministre, est-ce que vous allez permettre aux coopératives d'habitation de conserver l'autonomie pour choisir les membres de la coop? Comme je vous ai dit au tout départ de ma question, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que toute la sensibilité au dossier est là. Maintenant, ce qu'on va faire précisément, on est encore en travail là-dessus. On est encore en train de regarder les différents tenants et les aboutissants du projet de loi 20, parce que, comme vous savez, il n'y a pas juste les coopératives dans le projet de loi 20, il y a également, de manière générale, la définition au logement abordable. Il y a aussi des dispositions pour le tribunal administratif du logement. On parle des demandeurs quérulents, on parle du processus de conciliation, le fait qu'on pourrait avoir un processus de conciliation avant un litige. Donc, ça permettrait de régler la liste des dossiers qui est déjà énorme
au TAL. Et on parle aussi des éléments de preuve, le fameux délai de 45 jours. Donc, il y a ces éléments-là qui sont importants. Il y a aussi des éléments sur les étudiants. Il y a aussi des éléments sur les copropriétés divises. Vous le savez, le carnet d'entretien, le fonds de prévoyance. Bref, il y a beaucoup d'éléments dans le projet de loi. Il y a plusieurs éléments dans la PL20, mais celui qui suscite le plus de controverses, c'est celui concernant les coopératives. Là, vous allez aussi, si le projet de loi est adopté, appliquer des compensations que plusieurs perçoivent comme des punitions aux gens qui ont amélioré leurs conditions de vie au cours de leur trajectoire professionnelle, ce qui est souhaitable. Donc les coopératives, c'est aussi un tremplin de mobilité sociale, et le projet de loi est perçu et considéré comme une punition pour ces personnes-là. Est-ce que souvenez-vous, permettez-moi, Monsieur le député, souvenez-vous qu'au départ, le vérificateur général avait ciblé certaines problématiques. C'est une minorité, et j'y arrive. Vous savez qu'on doit, en tant que gouvernement, vous devez répondre, mais il y a plusieurs général. façons de répondre. Tout d'abord, est-ce que vous avez l'intention d'inscrire dans les projets de loi, ou à tout le moins d'expliquer aux députés dans l'étude détaillée, ça va être quoi le mécanisme, le seuil maximum d'admissibilité avant de recevoir ces punitions aux gens qui ont amélioré leur vie, leurs revenus au cours de leur vie? Excusez, Monsieur le député, je faisais deux choses en même temps. Oui, je vais vous demander de répéter rapidement votre question. Ça va être quoi les seuils maximum à partir duquel vous allez appliquer des punitions aux gens qui ont amélioré leur niveau de vie Je vais vous répondre la même chose que je vous ai répondu à votre question précédente. On est en travail présentement sur le PL20. Vous savez que le projet de loi a été rappelé. Maintenant, il ne reste pas encore beaucoup de temps à la session parlementaire. On veut bien faire les choses. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez considéré d'autres possibilités moins punitives et plus incitatives pour ces personnes-là, et les fameux richissimes, là, qui sont vraiment une poignée de main dans le monde des coopératives, là, comme par exemple d'autres alternatives, comme par exemple des coopératives des propriétaires, etc. Parce que est-ce que vous avez considéré le fait que le départ de ces personnes-là, qui sont souvent des fondateurs, des fondatrices, vont affecter sérieusement la capacité de gestion des coopératives d'habitation? Vous avez raison sur une chose. C'est vrai que les richissimes, comme vous les appelez, ce n'est pas un nombre considérable. Sur les 2722 ménages qui ont été identifiés par le vérificateur général, il y en a peut-être un peu moins de 300 qui sont dans cette situation-là. Maintenant, je ne connais pas personnellement le profil de ces gens-là et les postes qu'ils ont occupés. Mais ce qu'on veut faire, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on veut maintenir l'autonomie des coopératives d'habitation. L'idée, ce n'est pas de détruire ce modèle-là qui existe depuis 60 ans. Est-ce que pour vous, Madame la ministre, la mixité sociale qu'on retrouve en coopérative, c'est-à-dire des gens qui ont différents revenus, est importante? Est-ce que ces projets de loi vont venir amoindrir cette mixité sociale-là? C'est effectivement dans le modèle des coopératives, la mixité sociale est visée et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que les gens de tout acabit peuvent venir contribuer aux coopératives d'habitation. Puis vous vous souvenez, Monsieur le député, lorsque vous avez eu une conférence de presse, je pense que c'était la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, ici à l'Assemblée nationale avec des membres des coopératives. Cette journée même-là, j'ai rencontré M. Préville et on en a discuté, entre autres. M. Patrick Préville que vous aviez avec vous. C'est très bien. Écoutez, je vais passer à un autre élément. Là. Ça concerne le thème central, c'est la crise du logement. Là. Il y a on sait que lorsque je parlais de la crise du logement, l'ancienne ministre de l'Habitation, elle m'a répondu que les taux d'inoccupation étaient à 2,7%. Donc, on était à ce moment-là très, très proche de l'équilibre. Donc, à Montréal, par contre, les taux d'inoccupation pour les quarts des loyers les plus chers, c'est à 4,9 et seulement de 1,3 pour les quarts des loyers les moins chers. À Québec, pour les loyers les plus chers, il y a un taux de disponibilité de 4,9% pour les derniers quarts et pour les loyers les moins chers de 1%. Est-ce qu'on peut parler d'un taux d'inoccupation proche de l'équilibre? Bien, vous savez qu'évidemment, c'est 3% l'équilibre qu'on veut viser. C'est sûr que quand on regarde les 4 quartiles ensemble, on va peut-être avoir une vision qui va être erronée d'une situation, en fait pas erronée, mais une vision biaisée
parce que les pourcentages vont s'influencer l'un dans l'autre, là. Puis les quartiles sur lesquels on travaille, ici en habitation avec le gouvernement, c'est sur les quartiles 1 et 2. Parce qu'il y a effectivement une crise de l'abordabilité. Cette crise-là, elle est admise par le gouvernement. Et c'est ce qui fait qu'on multiplie les actions qu'on pose. Comme je vous disais tout à l'heure, on travaille sur l'offre. On travaille aussi à rénover le parc immobilier parce que ça aussi, ça contribue. C'est l'un avec l'autre, s'influence. Et puis en même temps, on aide aussi les ménages les plus vulnérables, entre autres avec les PSL, entre autres avec le programme d'allocation logement, entre autres avec les nouveaux PSLP que vous avez, dont vous avez entendu il y a 2 semaines, un nouveau PSL qu'on a créé. Donc, il y a plusieurs manières qu'on travaille. Et je veux dire, il n'y en a pas moi, je vous dirais, il n'y en a pas de secret. Il faut continuer à multiplier les différentes démarches qu'on est en train de mettre en place. Est-ce que dans ce contexte-là de taux d'inoccupation très très bas dans les derniers quintiles, est-ce que vous considérez la possibilité de prolonger les moratoires sur les évictions? Oui, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier présentement. D'ailleurs, c'était étudié aussi par ma prédécesseur, que je salue, et que je remercie pour son travail à l'habitation. Cette situation-là, merci Madame la Ministre, mais cette situation-là nous indique que la thèse officielle du gouvernement, c'est qu'il faut construire davantage. Il s'en construit au Québec quand même beaucoup, principalement dans le secteur locatif, mais ça n'atteint pas les secteurs les plus défavorisés en termes des loyers. Est-ce que ça veut dire que la théorie qui est avancée traditionnellement par le gouvernement, c'est-à-dire la théorie de l'offre, qu'il faut absolument augmenter le nombre d'unités dans tous les secteurs, est en mesure de contribuer à la fin de la crise du logement? Comme je vous disais, c'est un bouquet de mesures. On travaille à la fois sur plus d'offres, on travaille aussi sur l'accession à la propriété, on travaille aussi pour protéger les plus vulnérables, et tout ça s'influence l'un dans l'autre. Je vous donne un exemple. Le remboursement de la taxe de bienvenue, qui a été la première annonce de notre première ministre. Parce que je vous rappelle, notre première ministre, qu'est-ce qu'elle a dit de l'habitation? Je suis désolé. Merci. Maintenant, nous reprenons avec la députée de Mille-Îles pour 17 minutes 57. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, le programme d'adaptation à domicile, ça, c'est un élément qui a été annoncé dans le budget. Il y a eu des sommes supplémentaires qui ont été ajoutées. Je pense que c'est autour de 30 millions, exactement 30 millions, dont 22,5 millions cette année. Le programme était suspendu, dans le fond, depuis un bon moment. Et les demandes, il y avait des demandes en attente qui ont été reçues entre le programme est arrêté le 22 novembre 2024, mais les demandes ont continué à rentrer, si je comprends bien, jusqu'au 31 mars 2025. Et là, à ce moment-là, on a cessé de recevoir des demandes. Donc, depuis le 1er avril 2025, aucune nouvelle demande d'inscription n'a été acceptée. Il y avait combien de demandes qui étaient en attente au moment de l'arrêt du programme, donc le 1er avril ou le 31 mars 2025? Puis-je préciser pour les gens qui nous écoutent, là, il y a 3 volets au PAD. Donc, c'était le volet 1 et le volet 2 qui étaient suspendus parce que le volet 3 n'a jamais eu d'interruption là, sur la question des équipements spécialisés, la rénovation, etc. Là. La réparation, pardon, pas la rénovation, parce que ça sera un peu intense pour de l'équipement spécialisé. Mais donc, si combien de demandes en attente au moment, dans les volets 1 et 2, au moment de l'arrêt du programme? Si vous me permettez, je vais vérifier. C'est des questions que j'avais posées en crédit provisoire. Donc, j'imagine qu'on a la réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les demandes sont en train d'être traitées présentement, mais vous voulez le chiffre précis? Bien, je voulais savoir, dans le fond, oui, je comprends que toutes les demandes vont être traitées, mais moi, je veux savoir combien de demandes, est-ce qu'il va rester des sommes de ce 22,5 millions-là d'annoncés cette année, une fois les demandes en attente traitées? C'est ce qu'on m'indique, oui, qu'effectivement, qu'on va être en mesure avec les sommes qui ont été annoncées, parce que vous savez qu'on a 38 millions qui ont été annoncés en 25-26 pour la poursuite du PAD. Ensuite, il y a eu 20 millions à la mise à jour économique et ensuite, cette année, 30 millions. Donc, le cumul des sommes,
Ça va nous permettre de faire les demandes qui ont été en attente et également les nouvelles demandes qu'on va recevoir. Oui. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est combien d'argent il va rester une fois les demandes en attente traitées. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que depuis le 1er avril, il n'y a aucune demande qui a été reçue, là. Bien, je le sais. Il est fermé depuis le 1er avril 2025. C'est normal qu'il n'y ait pas de demande. Je demande combien d'argent il restera des 22,5 millions annoncés pour cette année une fois les demandes en attente traitées. Mais vous comprenez que je ne peux pas répondre à cette question-là pour la raison suivante, c'est que finalement, les gens font des demandes cumulatives. Vous avez une subvention moyenne d'à peu près 33 000 pour les gens, là. Mais les gens peuvent à la fois demander dans le volet 1, dans le volet 2 ou dans le volet 3. Donc, la moyenne d'une subvention dans le volet 1, c'est 24 033 $. Dans le volet 2, c'est 21 423 et dans le volet 3, c'est 804 $. Alors, les gens peuvent cumuler 2 demandes dans des volets. Alors, je suis pas en mesure de vous dire, avec les demandes qui vont éventuellement rentrer, votre question est hypothétique, bref. Bien, donc on n'a pas l'assurance qu'il restera de l'argent pour de nouvelles demandes. On a toutes les sommes disponibles, Madame la députée, pour traiter les demandes. Traiter les demandes en attente. Mais moi, je parle des futures demandes. Je veux savoir combien de demandes on va accepter quand on va rouvrir le programme, si on le réouvre. Et j'ai posé cette question-là en crédit provisoire. Et la réponse que j'avais reçue, c'est il n'y en aura peut-être pas de somme. Il va encore rester un backlog là, ou des demandes en attente une fois les sommes du 22,5 millions passées. Là, j'entends que non, il resterait des sommes, mais je n'ai pas de montant. Donc, comment avoir l'assurance qu'il y aura vraiment des demandes qui vont pouvoir être traitées et de nouvelles demandes acceptées? Moi, ce que je peux vous dire pour l'instant, OK? Si on revient un peu en arrière, là. Depuis qu'on a commencé, moi, le dossier du PAD, c'est l'un des premiers dossiers que j'ai attaqué avec le projet de loi 20. C'est un programme qui est très important. Excusez-moi, je ne suis pas sûre de comprendre le lien entre le PAD et le projet de loi 20. Hein? Bien, en fait, c'est que ces 2 dossiers qui sont primordiaux. Je suis en train de vous dire que c'est les 2 premiers dossiers sur lesquels je me suis attaquée. Parce que je pense que les gens qui ont des handicaps, quelconque soit-il, que ce soit un handicap physique, un handicap moteur, que ce soit visuel ou encore auditif, peu importe, là, les gens ont le droit d'avoir une qualité de vie à la hauteur de leurs aspirations, à la hauteur des projets qu'ils veulent faire de leur vie. C'est ça le but du PAD, vous le savez comme moi, là, ça permet aux gens de pouvoir vivre leur vie relativement normalement et d'assurer leur maintien à domicile. Alors, on y travaille présentement. Moi, je peux vous dire qu'on a l'intention de réouvrir le programme prochainement et il y aura des sous et on va pouvoir accepter les demandes jusqu'en mars 2027. Il y a 2 mois, on m'a répondu exactement la même chose. Sur le site de la SHQ, ce qu'on lit, c'est... Bien, j'apprécie la cohérence. À ce moment-là, c'est une bonne nouvelle. On est cohérent. Bien, c'est parce qu'on me dit toujours dans les prochaines semaines, mais les mois passent et c'est toujours dans les prochaines semaines et finalement, il ne s'ouvre toujours pas le programme. Donc, je comprends la cohérence, mais quand le temps passe, la réponse devrait changer, là. On devrait se rapprocher d'une date où le programme va ouvrir. Là. Absolument. On se rapproche vraiment, vraiment beaucoup, Madame la députée. Et je profite de l'occasion pour vous dire que j'ai travaillé 1 an à l'Association des paraplégiques du Québec. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'en fais aussi une cause, de vouloir se régler le rôle le plus rapidement possible. Mais j'ai une inquiétude qu'on ne puisse pas aujourd'hui savoir combien d'argent il restera une fois les demandes en attente traitées. Alors, on n'a pas la certitude de combien de nouvelles demandes on pourra accepter. Lorsque le programme a été fermé, il rentrait 250 demandes par mois. 250 $ par mois, Madame la ministre, c'est, je vais juste vous le calculer, là, fois 33 ça fait 1500, ça fait 33 000, c'est 8,2 millions pour un mois. Mais ça, c'est les chiffres que vous véhiculez. C'est effectivement le chiffre que vous avez véhiculé également au crédit provisoire. C'est les chiffres qui sont écrits dans les documents. C'est pour l'année 2024-2025, avant l'interruption, il y avait 250 demandes par mois, comparativement à 216 demandes l'année précédente. C'est 8,2 millions en moyenne, vous avez mentionné vous-même, le 33 000 $, là, c'est pas moi qui le dis, des demandes. Donc, à 8,2 millions, soyons réalistes, là. Il n'y en aura pas on va accepter des demandes pendant un mois, puis on va fermer le programme, là. En moyenne, il y a 1200 demandes par année. Et ce que je vous dis, c'est que les sommes disponibles vont nous permettre de traiter les demandes qui ont été reçues avant le 1er avril 2025 et les nouvelles.
La moyenne, est-ce que vous parlez de la moyenne de la dernière année que le programme a été ouvert, 2024-2025? Il y avait 1500 demandes seulement en 2024-2025? 1200. Dans toute l'année, il y a eu 1200 demandes? C'est en moyenne, c'est le chiffre qu'on a. Mais une moyenne sur plusieurs années, alors qu'il y en avait moins les années précédentes. La dernière année était l'année où il y en a eu le plus. Et le programme étant fermé depuis maintenant plus d'1 an, en fait, on peut s'attendre que quand il va réouvrir, il va y avoir beaucoup de demandes. Mais même à 1200 demandes par année, considérant qu'il y a toujours des demandes en attente qui n'ont pas été répondues, on est à 39,6 millions. Donc, c'est évident qu'on ne répondra pas à la demande. Est-ce que vous avez tenté de convaincre la première ministre d'utiliser son enveloppe de 250 millions pour ceux qui sont, comme vous l'avez dit, que c'est essentiel, les maintenir à domicile? Ça coûte moins cher pour l'État parce que sinon, ils doivent aller en CHSLD, puis ça coûte cher. Est-ce qu'on a tenté de faire cette représentation-là? Lorsqu'on regarde les chiffres, là, donc je suis ici, c'est un cahier que moi j'ai, mais que vous n'avez pas, excusez-moi. Mais bref, au niveau du volet 1, l'adaptation en 2022-2023, il y a eu 784 demandes. En 2023-2024, il y a eu 1118 demandes. En 2024-2025, il y a 1090 demandes. Donc, dans les 3 cas, on est en bas du 1200 demandes. Et lorsqu'on regarde au niveau du remplacement, on parle de 31, 13 et 5. Alors, je vous répète ce que je vous ai dit. On a en moyenne 1200 demandes par année. Et avec les sommes qui nous sont allouées, avec les différents budgets, on va être en mesure de traiter les demandes qui étaient en arrérage et les nouvelles demandes que nous allons recevoir. Écoutez, si vous voulez des précisions supplémentaires, Madame la députée, je peux aussi passer la parole à un de mes collègues qui m'appuie. Il y a eu 36 millions d'ajoutés l'an dernier pour combler les demandes en attente et ça n'a pas été suffisant. Et il reste encore des sommes à ajouter pour traiter les demandes en attente. Donc, même si les chiffres que vous dites sont les vrais, là, puis ça ne correspond pas à ce que j'ai ici, mais dans tous les cas, il manque encore de l'argent et clairement, quand le programme va s'ouvrir, maximum, 1 mois, on va le fermer parce que les demandes vont déborder. Là. Ça sera au-delà de ce que le budget prévoit. Là. C'est évident. Là. À 22,5 millions, ça ne couvre pas les demandes qu'il va y avoir dans une année. Là. Même pas la moitié d'une année, selon les chiffres que vous dites. Là. On va s'assurer, Madame la députée, que ça soit suffisant. Bien, ça ne pourra pas être suffisant. Bien, si les sommes ne sont pas augmentées, ça ne pourra pas être suffisant, c'est évident. Là. Il y a une question mathématique, là. Les chiffres ne mentent pas. Là. Mais il y a aussi une question d'hypothétique. Là. Il y a de la mathématique, mais il y a de l'hypothétique aussi là, dans ce que vous dites. Là. Il y a une population vieillissante, hein, vous l'avez dit en parlant des normes de construction. Donc, vieillissante implique plus de demandes d'adaptation à domicile. Et là, je vais changer de sujet parce que je dois absolument parler des normes de construction. C'est un sujet que j'ai abordé la semaine dernière en études de crédit de travail. J'ai une grande inquiétude. Les coûts de construction ne cessent d'augmenter. On est les champions de l'inflation dans le domaine de la construction au Québec. C'est pas normal. Et on est moins efficace, on construit moins rapidement. On a une main-d'œuvre qui part vers la retraite. Et on a des normes qui ajoutent un fardeau. Et là, les normes qui s'en viennent au mois à l'automne prochain vont rajouter encore plus. On comprend que c'est important de s'assurer de la sécurité, mais je vais vous parler des normes sismiques. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps qui me reste, mais les normes sismiques, j'aimerais comprendre, il est où le besoin d'augmenter ces normes-là. Parce que dans un article là, où vous répondiez, je crois, je pense que c'est la première ministre hier qui se montrait ouverte en fait, qui disait qu'elle allait revoir, peut-être regarder les normes sismiques. Puis là, par la suite, vous parliez, que vous disiez, bien, vous savez, il y a des besoins en normes sismiques. Donc, juste comprendre, c'est quoi les besoins de normes sismiques supplémentaires? Est-ce qu'il y a eu des séismes qui ont fait des dommages dans les 40 dernières années? Parce qu'on a des normes depuis 1980 quelques, là, à peu près, là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des dommages qui font en sorte, ou est-ce qu'on prévoit des dommages qui fait qu'il faut augmenter la norme sismique?
Bien, écoutez, pour ce qui est des nouvelles normes de construction qui entreraient en vigueur le 17 octobre dernier, bien, vous savez que le gouvernement... Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Non, le prochain, oui, 17 octobre. Oui, effectivement, oui. On ne serait pas en train d'avoir cette discussion-là présentement, effectivement. Donc, le 17 octobre prochain. Vous savez que le gouvernement avait déjà donné 18 mois aux entrepreneurs pour s'y préparer. Et la question des normes sismiques, de ce que j'en comprends, c'est appuyé par la science. Il y a différentes données. Évidemment, on n'arrive pas avec ces normes-là. Ça ne sort pas d'un chapeau. Il y a eu des analyses qui ont été faites, il y a eu des recherches qui ont été faites. Puis évidemment, je vous inviterai à poser votre question détaillée au ministre du Travail, M. Jean Boulet. Mais je l'ai fait la semaine dernière et je l'ai fait aussi à la Régie du bâtiment du Québec. Et je dois dire que malheureusement, on n'a pas pu démontrer qu'il y avait des besoins en normes sismiques du tout. On me parle de science, mais la dernière fois qu'il y a eu un sisme d'importance au Québec, on était dans les années 1663. Ça fait quand même un bail. Et il y avait déjà des normes sismiques, là. Comme je dis, c'est pas qu'il n'y en avait pas, mais là, on décide de les rehausser. On les décide de les rehausser basés sur quoi? Moi, on ne m'a pas démontré de chiffres quand j'ai posé les questions. Je comprends que ça fait 18 mois qu'elles sont connues, mais ça fait 18 mois que les entrepreneurs le dénoncent. Il y a même, c'est Héritage Montréal, il y a 1 an, qui parlait que les règles étaient trop strictes pour le bâtiment, le patrimoine bâti. Donc, ça fait 1 an et demi que les gens le dénoncent. Donc, on est rendu à minuit moins 1. Les coûts commencent à sortir. C'est comme si, puis j'ai posé la question à la Régie du bâtiment, oui, fait des études de coûts qui disent, mais ils ne sont pas capables de les sortir, ces études-là. Alors, on peut se poser des questions. Moi, je pose la question à la ministre de l'Habitation. À un moment donné, là, on parle de peut-être une inflation supplémentaire de 8 % d'inflation, alors qu'on était déjà les champions de l'inflation dans le domaine de la construction. Est-ce qu'on peut se permettre, est-ce qu'on a les moyens du risque zéro sismique? Mais comme vous savez, c'est un comité national qui a fait les analyses et le Québec s'était engagé, avec entente avec le gouvernement fédéral, à harmoniser ses codes avec le Code national. Alors, le Québec est dans une zone sismique à risque important. C'est ce qui est ressorti des analyses du comité. Sinon, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre votre question en délibéré et la Régie du bâtiment du Québec pourrait vous répondre avec de plus amples détails ou encore le ministre Jean Boulet. Moi, je vous ai dit ce que je peux en mesure de vous dire présentement sur les normes sismiques. Mais c'est parce que ça a un coût à la porte, Madame la ministre. Absolument. Vous êtes la ministre de l'Habitation. Absolument. Il faut être conscient à un moment donné. Quand on rajoute de l'acier, quand on rajoute du béton, effectivement, ça rajoute des coûts. Quand on rajoute des sommes de 17 000 $ par unité, c'est énorme. Et là, basé sur des normes nationales. OK, nationales, vous savez qu'il y a les Rocheuses au Canada. On est loin d'avoir les mêmes risques sismiques que dans les Rocheuses, là. Et même là, on pourrait se poser des questions. Il y a des risques sismiques supplémentaires, par exemple, dans la région de Charlevoix. Mais est-ce que les normes devraient s'appliquer à l'ensemble du Québec avec les surcoûts qui viennent avec? C'est parce que c'est ça qu'il faut préciser, c'est des surcoûts. Et je précise qu'il y avait déjà des normes sismiques. Il n'y a eu aucun dommage dans les 40 dernières années à des bâtiments. Il n'y a aucun décès, il n'y a pas eu de séisme majeur. S'il y en avait un, il est hautement improbable. Moi, j'habite au Chili, je sais c'est quoi des risques sismiques importants. J'ai connu ça. Mais ici, soyons réalistes, là, l'historique nous le démontre que c'est tellement improbable que est-ce qu'on a les moyens de se payer le risque zéro sismique? Bien, je vous dirais improbable, mais pas impossible. Mais sinon, pour l'instant, ce que je vous dis, c'est qu'on est bien conscient, moi, à l'habitation, là, on est bien conscient que rajouter de l'acier, rajouter du béton, effectivement, ça ajoute des coûts à la construction et que malheureusement, ces coûts-là pourraient se retrouver à être absorbés par les acheteurs ou par les locataires. Donc, on est bien conscient de ça. Maintenant, de mon côté, j'ai une rencontre à venir avec mon collègue Jean Boulet pour discuter de ces normes qui entreraient en vigueur le 17 octobre prochain. Et par ailleurs, comme je vous dis,
On aura éventuellement plus de précisions à vous donner. On pourra, là, aujourd'hui, c'est les crédits, là, mais vous et moi, on pourra se reparler. On pourra se dire, on se dit aujourd'hui qu'on est en suivi ensemble sur ce dossier-là. Ça me fera plaisir de vous faire un compte-rendu de nos travaux, donc la rencontre avec le ministre Jean Boulet, également une rencontre à venir aussi avec la Régie du bâtiment, les détails qu'on aura à ce niveau-là. Donc, on pourra être en continu sur la suite des choses. Également, dernier commentaire que je vais vous faire là-dessus, il y a des projets qui sont en cours. Il y a des projets qui ont déjà des plans et devis. Puis évidemment, on sait que faire des plans et devis, c'est très coûteux. Alors, la SHQ sera là pour accompagner des projets qui seront là, si on peut dire, à cheval avec cette date butoir du 17 octobre. Donc, l'équipe de M. Martel sera à l'œuvre pour s'assurer que le plus de projets peut sortir avant cette date, ou sinon, s'il y en a qui sont autour de la date, mais que pour des raisons raisonnables, on peut poursuivre les dossiers, ils seront poursuivis avec les anciennes normes. Merci, Madame la ministre.